Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce 8e webinaire des Cafés Géodéo qui est organisé par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France et par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et qui est financé par le Fonds vert et la région Hauts-de-France dans le cadre de la collection Géodéo. Alors, qu'est-ce que c'est Géodéo? C'est aujourd'hui 13 petits films d'animation, 5 qui sont à venir d'ici la fin de l'année. 6 ont été traduits en anglais et c'est aussi des films que vous pouvez retrouver au format PDF. Il y a 7 paléo-environnements qui sont des représentations des paysages passés. C'est aussi un ouvrage, Monde merveilleux des temps passés, qui est un voyage géologique dans le passé des Hauts-de-France. Tous les outils sont téléchargeables gratuitement sur le site du conservatoire. Et Géodéo, depuis 2024, c'est aussi des webinaires qui sont là pour approfondir certains sujets géologiques avec des experts, donc c'est les cafés Géodéo. Ils sont enregistrés, je vais vous mettre le lien de la chaîne YouTube du conservatoire et la chaîne YouTube du conservatoire et le site du conservatoire aussi pour que vous puissiez télécharger tous les outils dont je vous parlais juste avant. Je vais vous mettre tout ça dans le chat. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Francis Mélier, qui est professeur honoraire à l'Université de Lille et qui est aussi directeur de la Société géologique du Nord. Le webinaire va se dérouler en 2 parties. La première aura une durée d'environ 30 minutes et c'est une présentation qui s'intitule L'art de construire un équilibre entre matériaux accessibles et contraintes environnementales. Et ensuite, il y aura un moment d'échange où vous pourrez poser toutes vos questions. Et je vous propose de les écrire au fur et à mesure dans le chat pour être sûr de ne pas les oublier. Et voilà, je vous ai donné toutes les informations, donc je laisse la parole à Francis. Bonjour à toutes et tous. Donc, l'art de construire un équilibre entre matériaux accessibles et en contraintes environnementales, on va faire aussi un équilibre entre une notion de géologie qui n'en est pas, mais simplement un éveil à quelques notions et en même temps quelques notions sur. C'est pas non plus un cours d'architecture. Là, il y a les architectes pour ça et notamment les collègues du CAE. Je vais surtout poser un certain nombre de questions. La première, évidemment, c'est pourquoi construire, bien sûr. Donc, construire, on a construit d'abord pour se protéger, pour se fournir un abri, se mettre à l'abri des conditions météorologiques, et notamment de certains excès comme les inondations. La suivante, donc là c'était une petite ferme à Moustille-en-Fagne. Ici, évidemment, il fallait faire un petit clin d'œil quand même, et notamment aux collègues archéologues, et donc évoquer un habitat qui date du Paléolithique, et la grotte de Spie en Belgique, là, du côté de, pas très loin de Namur. Et bon, évidemment, c'est pas intéressant en tant que site, etc. Sauf que ça nous donne un élément qui est important à prendre en considération et qui n'est pas suffisamment connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grotte de Spie, elle se trouve, alors qu'elle était installée pour les peuplades de Néandertal, elle était installée à côté de la rivière de l'Orno. Aujourd'hui, elle est 18 mètres au-dessus de la rivière. Ce qui est donc un des moyens, un des endroits où on peut démontrer que les rivières sur le massif ardennais s'incisent et qu'il y a vraiment une tectonique régionale qui se produit. Je ne développe pas plus. Voilà, vous pourrez voir des comparaisons analogues dans le webinaire de Pierre-Antoine, qui avait déjà évoqué avec les terrasses de la Meuse la possibilité d'une déformation tectonique, d'une nécessité de déformation tectonique de l'ordre de 50 mètres dans le travail qui a été fait par les archéologues. Donc par des endroits différents, on arrive aussi à quelque chose qui est cohérent là-dessus. Alors, d'autres raisons de construire, évidemment,
des bâtiments de culte, la suivante, et ces bâtiments de culte, par leur composition, la suivante. Voilà. Et ils nous donnent beaucoup d'informations. Parce qu'ils ont souvent été repris, démolis partiellement et repris. Là aussi, une autre occasion de construire, ce sont évidemment des événements un peu particuliers. Alors la porte de Paris à Lille, c'était pour l'accueil de Louis XIV en 1668. Et le pont des Trous est beaucoup plus ancien à tourner. Mais ce qui est intéressant, pourquoi j'ai pris le pont des Trous comme exemple, c'est que cet ouvrage qui a été très important historiquement, aujourd'hui, il a des conséquences importantes sur le développement. Parce que le pont des Trous est classé monument historique, bien sûr, mais l'ennui, c'est que ses dimensions sont telles que les barges actuelles qui fonctionnent par exemple sur le canal Albert entre les Pays-Bas et puis la Belgique, eh bien ces dimensions actuelles ne suffisent plus. Il faudrait élargir ou surélever. Et donc il y a un gros débat actuel et l'enjeu est très important puisque ou bien la circulation du canal Seine-Nord aurait pu passer vers la voie orientale et monter par la Seine vers Bruxelles, ou alors elle s'en va par la voie occidentale, c'est-à-dire à partir de Cambrai en partant vers Lille, et là ça va prendre le canal de la Lys et s'en aller vers Terneuzen, ce qui n'est pas du tout pareil. Donc on voit que une construction, elle peut avoir, elle est faite dans un objectif, mais quand elle est pérenne, elle peut avoir aussi jouer un rôle important sur le développement du territoire. Évidemment, une autre fonction, c'est la défense, bien sûr. Deux châteaux totalement différents, le très gros château de Coucy-le-Château, bien sûr, et puis le petit donjon de Bourg. Dimanche dernier, aux Journées du patrimoine, je suis allé à Étré, à côté de Douai, sur le petit plateau de Bellone. Et là, le guide nous a expliqué qu'il y avait là, sur le rebord du plateau de Bellone, un petit donjon analogue à celui de Bourg et qui date du XIVe siècle à peu près. Et simplement, comme il était mal placé, c'est-à-dire juste à une zone frontière entre les territoires gérés par la Maison de Bourgogne et puis la Maison de France, eh bien, Louis XI a fait raser ce petit château. Donc, ça montre également que dans la région surtout le Nord-Pas-de-Calais, il y a eu, il y a très peu de restes. Celui de Bourg, il faut vraiment le préserver. Il y a très peu de restes comme ça parce que le territoire a servi de champ de bataille à peu près pendant presque 1500 ans sur tous les pouvoirs européens. La suivante, et donc c'est vraiment quelque chose d'important à préserver. Voilà. Alors plus simple aussi, maintenant les services actuels est souvent fait avec des matériaux qui sont des matériaux naturels mais un peu transformés et qui sont en béton. Je ne vais pas plus loin, je ne détaille pas plus là-dessus parce qu'on a perdu du temps. La suivante. On va regarder que non seulement donc, pour construire, il faut des matériaux, bien entendu, et des matériaux, ça veut dire des gisements, il faut savoir où sont ces matériaux. Contrairement à une idée que les gens dans la rue ne conçoivent pas bien, on ne trouve pas les matériaux partout, on ne trouve pas les mêmes matériaux partout. Et donc, ces matériaux, on va les extraire de carrières, bien sûr, et de plus en plus, on en parlera tout à l'heure, de plus en plus aussi, on va essayer d'extraire ces matériaux par recyclage
issus de la déconstruction. On est en plein dans une période où on essaye de mettre au point des procédés de déconstruction de matériaux pour les récupérer et les recycler dans des usages qui n'étaient pas forcément l'usage de départ. Donc, voilà deux exemples. La suivante, voilà deux exemples très, très différents dans deux villes différentes. Et bien entendu, il faut des matériaux, mais il faut également des sites. Alors évidemment, je ne pouvais pas rater un très beau site comme celui de JV. Au passage, vous voyez qu'il fait toujours beau quand même dans la région, en dépit de ce qu'on peut dire. Donc le site de JV, alors il y a la ville qui est pas mal, et puis il y a la citadelle, bien sûr, qui était d'abord construite par Charles Quint, et puis qui a été fortifiée par Vauban après. Et là, la position de défense était très importante. La suivante. Et alors ces sites, c'est pas n'importe où. Et là, on vient de vivre depuis un an. Là, j'ai participé à la commission préfectorale résilience face aux inondations. On est allé au-devant de différents types de populations, dont les élus. Et cette diapo-là, elle a quand même fait mouche auprès d'un certain nombre de gens. Parce que j'ai remis deux dessins très simples qu'on nous avait appris à l'école primaire. Et je me suis permis de rappeler que l'érosion et la sédimentation, ce sont deux phénomènes qui existent en permanence. L'érosion et la sédimentation sont deux phénomènes qui s'enchaînent sur le profil en long d'une rivière et que c'est important à ne pas oublier parce que dans les pentes, l'eau gagne de la vitesse et donc en capacité d'éroder. Et puis dans la partie basse, là où il y a sédimentation, si on regarde le profil en travers d'un cours d'eau, on va s'apercevoir que dans la région, la majeure partie des vallées ont des fonds plats. Ce sont des fonds plats parce que c'est justement les sédiments qui se sont déposés, les sédiments qui sont amenés par l'amont, depuis l'amont, et qui se sont déposés. Alors aujourd'hui, ces fonds plats, enfin aujourd'hui, on va dire plus simplement depuis les années 1950. Nombre de promoteurs pour répondre à des besoins, à des demandes de construction, que ce soit des constructions industrielles ou des constructions pour l'habitat, ont effectivement trouvé intéressant de bâtir sur des fonds plats. C'est très pratique, c'est beaucoup plus pratique, sauf que si c'est plat, c'est justement parce que c'est l'eau qui a étalé ça. Et donc, par définition, ce sont les zones inondables, et c'est marqué sur les cartes géologiques comme étant les étendues d'alluvions. Et ça, il faut vraiment le dire autour de nous à tout le monde, il faut l'expliquer à tout le monde. Et il faut arrêter de prétendre que les zones inondables ne sont pas connues. Elles sont parfaitement dessinées sur toutes les cartes géologiques sous forme des alluvions. On va passer, parce que c'est quand même pas le sujet principal. Donc on essaye, avec la SGN, de monter un certain nombre de visites, et si possible, comme ici, on essaye de monter des visites qui associent des groupes différents. Là, il s'agit d'une société historique du pays de Pével et de la SGN. Vous pouvez vous renseigner aussi bien du côté de la SHPP que du côté de la SGN pour voir la suite des opérations. Donc maintenant, venons à la construction proprement dite. Les matériaux, alors j'ai pris une maison, je n'ai pas pris n'importe laquelle, puisque c'est la maison natale d'un de nos anciens collègues, pour faire un peu l'inventaire des matériaux. Elle est à Marbais, c'est-à-dire dans l'Avesnois, la suivante, et donc dans l'Avesnois, et elle permet de montrer les différents types de matériaux. Alors il y a d'abord les matériaux qui sont pris bruts, comme l'ardoise, la pierre à bâtir, le sable, l'argile, le limon, la suivante. Et puis il y a les matériaux qui sont transformés. Par exemple, le fer forgé, il y a aussi des extractions de fer forgé, de fer, de minerais de fer qui sont faits dans l'Avesnois et qui ont dû être transformés. Bon, il y a des altérations quand même sur
sur le diaporama, puisqu'il manque il manque la silice qui a disparu. Bon. Briques et tuiles, ça vient des limons également. Alors, briques et tuiles, ben voilà, il y a des carrières. Il n'en reste plus beaucoup des briqueteries, des tuileries dans toute la région. Ça a beaucoup, beaucoup diminué, alors dans l'entre-deux-guerres, il y avait quasiment une briqueterie dans tout le patelin, dans chaque patelin. Et là, j'ai mis celle de Templeuve. Caractéristique de la région est fabriquée avec les argiles et les limons. Il y a par exemple les briques qui entrent dans la construction dite des rouges-barres ou alternent la craie, parce que la craie est une roche relativement légère. La brique est plus lourde, mais elle est plus solide. Et donc, la construction en rouge-barre est vraiment une caractéristique de la Flandre, de la Flandre et de l'Artois. Et vous la retrouvez ici dans une ferme aussi à Tressin. Voilà, alors l'ardoise, c'est en Ardennes qu'on la trouve, dans le massif ardennais. Alors il n'y a plus une seule exploitation maintenant de ces ardoises, parce que c'était quand même très très compliqué, difficilement mécanisable, et donc le coût de la main-d'œuvre devenait beaucoup trop cher, et la dernière exploitation a fermé en 1971. Il y a eu une tentative à ciel ouvert, mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas duré. Cette ardoise, là, j'ai mis ici l'ardoise Renaissance, qui vient de Fumay et qui est tout à fait caractéristique, un peu mauve, violacé, et qu'on retrouve sur les toits, par exemple, de la place des Vosges à Paris, de la place d'Armes à Charleville, et sur beaucoup de toits comme ça. C'est très recherché par les monuments historiques, sauf que ça n'est plus exploité, ni en France. La dernière exploitation à l'air libre qu'on a vue, on est allé la voir avec le groupe français du Palazuic, c'était au Pays de Galles, et même cette exploitation-là, elle est fermée également. Donc c'est vraiment des éléments très, très importants, ça. Alors, la silice, c'est beaucoup moins connu, mais le site de la vallée de la Somme est un site qui est connu par tous les professionnels qui travaillent avec la silice. On exporte par exemple des galets de la vallée de la Somme jusqu'en Chine. Là, pour une fois, c'est dans ce sens-là. On exporte vers la Chine. Et vous avez en bas les deux cartes qui ne sont pas à la même échelle. Celle du dessous, c'est simplement la pointe du Hourdel, tout à fait en haut de la partie nord. Ces galets de silex répondent à justement un système de transport par des courants marins longitudinaux dont on reparlera tout à l'heure. Et les silex aujourd'hui ne sont plus beaucoup utilisés directement dans la construction, mais on trouve encore dans beaucoup d'endroits, sur tous les pays crayeux, on trouve encore des murs avec des silex, soit formant la totalité du mur, soit entrant dans une partie de la construction du mur. Passons au calcaire. Alors là, les calcaires, c'est une extraordinaire diversité. Évidemment, je commence par l'un des plus célèbres dans la région, le marbre rouge des Flandres, dont Alphonse Beugny disait que ce n'était pas un marbre, il n'était pas rouge et il n'était pas des Flandres. C'est pas un marbre parce que pour un géologue, un marbre, c'est une roche métamorphique, et là, ils ne sont que sédimentaires. Il n'est pas franchement rouge parce que là, le terme consacré, c'est de dire couleur lit de vin, c'est tout. Bon, c'est un détail. Et c'est pas la Flandre, parce qu'effectivement, ça n'a jamais été la Flandre à cet endroit-là. Flandre vient de la cour de Louis XIV, c'est tout. C'est parce qu'il n'avait pas une bonne connaissance géographique. Alors, vous avez la carrière, là j'ai pris en Ardennes, bien sûr. Vous avez la carrière de Beauchâteau qui est là. Et je vous invite, si vous pouvez, à aller voir le musée du marbre de Rance. Rance est en Belgique. Vous allez au Val-Joli, à Liessy, et vous passez la frontière et vous arrivez à Rance.
Il y a là un musée du marbre qui est vraiment très très bien fait et qui montre en plus des techniques de travail là-dessus. La suivante. Alors là, quand même, là, un calcaire beaucoup plus banal que ce calcaire récifal du Dévonien, c'est les roches calcaires qu'on voit dans beaucoup de nos bâtiments, à peu près n'importe où en ville. Une bonne partie de ces calcaires venaient du trou à marbre des carrières du Boulonnais que vous ne voyez plus aujourd'hui parce qu'il a été complètement comblé et vous avez au-dessus les bâtiments de la Société des carrières du Boulonnais qui sont installés au-dessus. L'exploitation a été arrêtée, c'est pas parce que le gisement était épuisé, c'est parce que malheureusement, il coûte moins cher de faire venir des pierres de Chine ou de Scandinavie et de les tailler ici, de les polir pour les travailler comme avec le travail du marbrier, plutôt que de l'extraire ici et de le travailler sur place. Et ça, c'est quand même un gros problème qu'il faudrait résoudre parce que ça n'est pas spécifique à ça. On en parle, c'est aussi le même problème dont on parle beaucoup avec l'agriculture actuellement. Pour continuer sur notre sujet, dans les calcaires, il faut retenir qu'il y a, je le dis surtout dans les calcaires parce que c'est plus facile à voir, il y a ce qu'on appelle les éléments figurés des fossiles, donc beaucoup de coquilles qui traînent et puis beaucoup de débris, des graviers, des choses comme ça se voit très bien. Une matrice qui est souvent la même chose, mais en beaucoup plus petit, ou alors complètement désagrégé, et puis ce sont des petits morceaux dont on ne reconnaît plus les organismes d'origine, bien sûr. Et puis, il y a du ciment, dont on reparlera après. Donc ça, il faut avoir ça en tête. Dans toutes les roches, on peut distinguer comme ça les éléments figurés, la matrice, plus ou moins abondante, et du ciment. Les carrières souterraines sont surtout ici dans la région, dans la craie. Et c'est d'ailleurs un gros problème maintenant, parce que ces carrières souterraines, la plupart des carrières souterraines dans la craie ont été ouvertes, à part celles de Naours qui sont à l'air libre, mais sinon les autres qui sont souterraines, elles ont été ouvertes là où on avait besoin de construire. C'est donc à la périphérie des villes telles qu'elles étaient vers le 11e, 12e, 13e, 14e siècle. Et, l'expansion des villes qui est intervenue à partir du 18e, 19e siècle fait qu'on a complètement, comme les exploitations ont été arrêtées, on a complètement oublié l'existence de ces carrières souterraines et on a construit dessus. Et elles se révèlent maintenant parce qu'on a de temps en temps des fontis qui apparaissent et qui donnent des accidents, et c'est presque toujours dans les zones, dans les faubourgs, dans les zones périphériques, aux centres-villes anciens, historiques, qu'on va trouver ça. Donc, ces carrières sont diversement utilisées. Elles ont été aussi utilisées comme secours, et notamment, on cite toujours les carrières d'Arras qui ont servi d'abri pour les Néo-Zélandais avant la dernière offensive de avril 17. Alors, les grès sont très, très variés. Et alors, évidemment, dans la région, on va bien sûr parler des pavés du Nord et de Paris-Roubaix, bien sûr. Ce sont des grès du Cénozoïque, d'âge tanécien. Et on verra tout à l'heure que j'ai vu que Delphine Anquier était présente. Eh bien, elle a fait un très beau travail sur ces grès. Donc là, un peu de grès tanécien du Nord. Et vous les retrouvez, ces grès, à Lille, par exemple, pas seulement à Lille. Là, la photo, elle est prise à Lille, à côté pas très loin de la rue de la Monnaie. Les grès sont dans le pavement au sol, mais également dans le mur. Et ces grès à grains très fins du tanécien,
ont comme particularité d'être, enfin au moins certaines des couches, ce sont des grès à grains très fins dont l'ordre de grandeur de la dimension est de à peu près une centaine de microns. C'est-à-dire que les pores sont extrêmement fins également et que du coup l'eau circule très mal là-dedans. Et donc, ces grès, quand ils sont construits, et surtout avec une chaux hydraulique comme mortier, eh bien, ces murs sont hydrofuges. Et ça permet de construire sur des endroits qui sont un peu marécageux, comme c'était le cas pour le centre de l'île, tout en préservant le côté sec des bâtiments. Et cette année, en début d'année, la Société géologique du Nord a tenu une assemblée générale à Herchin. Et là, il y a Étienne Louis qui nous a montré sur place, sur le terrain, d'anciennes carrières sur le petit plateau du Bellone, au sud de Douai, qui a exploité énormément de grès et qui sont utilisés dans la construction de bâtiments. Donc là, je suis allé, comme je disais tout à l'heure, je suis allé à Étré. Et puis évidemment, il y a les grès qui sont sur les monts de Flandre, bien sûr. Alors les fameux grès ferrugineux qui protègent de l'érosion les monts de Flandre, c'est grâce à eux, grâce à cette action de protection que les monts de Flandre existent. C'est pas du tout une déformation. Et puis, je suis passé aussi du côté du Mont Rouge. Et il y avait un chantier qui était ouvert et on y voyait des grès qui sont cette fois dans le sommet du Lutétien, qui était très bien dégagé. Donc évidemment, je n'ai pas raté la photo parce que ça ne va pas durer. On ne les verra pas longtemps, ceux-là. Alors, il y a des grès aussi particuliers. Là aussi, ça fait partie des choses un peu curieuses. Au centre, vous avez les pernes en artois, un échantillon multicolore. Alors, les grès rouges de Pernes sont des très vieux grès, 400 millions d'années. Bon, mais c'est la seule carrière qui soit comme ça dans la région, et ça sert surtout à faire des petits granulats qu'on trouve sur beaucoup de trottoirs. C'est très bien connu. À Vireux-Molin, là en Ardennes, c'est un niveau de grès qui est très particulier et qu'on ne trouve que dans le secteur. Du côté de l'ISI, ce sont les grès de la Famenne, avec, on voit très bien des lits de traces hydrodynamiques. Et puis en bas, il y a le caillou Kibic, là, du côté sur le Brabant, et qui montre, on est à la limite du Brabant, là, et qui est aussi un des endroits très célèbres de la région. La suivante, là, on va regarder le plus vite possible quelques principes de ces dépôts. Pourquoi il y a une telle variabilité sur ces minéraux, sur ces roches-là? La meilleure école d'initiation à la géologie sédimentaire, c'est la plage de la Crèche. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les matériaux. Sable, calcaire, argile et grès. Donc, pour dire que, pendant que vous avez encore le schéma en tête, ben les éléments sont répartis transversalement et longitudinalement, mais aussi dans la troisième dimension, dans le temps. Donc, pour parler de cette variabilité, pour décrire cette variabilité, donc en passant à la suivante, on va avancer sur le raisonnement. La notion de faciès, avec une définition extrêmement concentrée ici, eh bien, c'est l'ensemble des éléments minéraux et organiques d'un sédiment. Et donc, on va parler de faciès qui varie latéralement, alors que la roche elle a la même origine partout. C'est ça qui est important. Et donc, les faciès vont varier avec l'épaisseur de la tranche d'eau. C'est pour ça que vous avez en plus cette variabilité du niveau marin qui est un autre facteur de variabilité. La suivante, et tout ça répété dans le temps, ça montre ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait que le couple érosion-sédimentation est constamment à l'œuvre. Et donc, du coup, eh bien, les dépôts peuvent être très variés, non seulement
latéralement, mais aussi dans la troisième dimension, dans la dimension verticale. Et on appelle stratigraphie la discipline qui va étudier ces successions. Ça. Et donc, en fait, comme ça bouge tout le temps, eh bien, quand on observe une succession de couches, on n'observe qu'une petite partie de l'histoire. Il y a peu de choses qui sont conservées. La suivante. Alors, une fois que les éléments sont déposés, comme ça, et il se passe encore d'autres choses qui vont transformer. Alors, j'ai fait un petit dessin et à un moment donné, et il y a longtemps déjà, et ce dessin a plu à beaucoup de monde. Donc, je me suis dit que là, ça valait le coup de parler du phénomène de compaction qui se déroule lorsque le sédiment est déposé, mais son histoire n'est pas terminée. Il peut arriver un événement qui d'un seul coup apporte une énergie brutale, ce qui est symbolisé par le gant de boxe. Ça peut être un séisme, par exemple. Si vous avez les grains qui sont déposés, eh bien, une arrivée brutale d'énergie comme ça va faire que ça va se tasser. Évidemment, quand vous mettez du sable dans n'importe quel matériau granulaire dans un verre, si vous tapez le verre sur la table, eh bien, vous allez tasser, vous allez compacter, c'est évident. La suivante est si, évidemment, quand on a affaire à une poudre homogène, ça ne donne pas grand-chose, c'est simplement tassé, c'est tout. Mais si vous avez un matériau qui est comme les sédiments, avec des alternances de lits granulaires et de lits feuilletés que sont les argiles qui sont imperméables, qui laissent difficilement passer l'eau, là par contre, si vous faites le même exercice avec ça. Alors c'est pareil, vous pouvez prendre un grand verre et puis mettre un peu de sable, puis un peu d'argile et puis un peu de sable et puis vous recommencez, vous les tapotez, vous mettez de l'eau bien sûr, vous les tapotez pour tasser et là vous allez voir que le sédiment il va être perturbé. Donc ça montre que une fois que les sédiments ils sont déposés, le faciès peut encore varier et il peut se passer beaucoup de choses. C'est plus rapide pour le suivant. La suivante, eh bien, c'est simplement pour montrer que dans les pores de la roche, alors là, on descend à l'échelle des pores de la roche, entre les grains, eh bien, l'eau est chargée de matériaux soit carbonatés, si on a surtout des carbonates, ce sont les animaux, c'est l'activité biologique qu'on a vu tout à l'heure, on a dit beaucoup de fossiles, c'est cette activité-là biologique qui va apporter les carbonates. L'eau qui est dans les pores, elle peut cristalliser, ce que j'ai symbolisé par un figuré de briques, là, elle peut cristalliser et donner quelque chose de dur. C'est comme ça que la craie peut être un peu cristalline par endroit quand les pores sont bouchés. Et dans d'autres roches, pas forcément de silicose, mais l'eau peut être chargée en silice et à ce moment-là, ce sont des grès que ça va donner. La suivante. Donc voilà, je vais très vite là, mais c'est pour expliquer un petit peu des phénomènes qu'on va retrouver. Là, c'est juste un dessin un peu plus compliqué que l'autre, mais c'est juste pour montrer ce qu'on appelle une stratification, c'est dès que les deux lits changent. Bon, je ne vais pas plus loin là-dessus. Vous pouvez reprendre là-dessus tout ce qui était dit sur la diapo précédente. La suivante, là, c'est un petit peu plus compliqué. Les travaux des pétroliers en mer, avec la géophysique, nous ont fait découvrir au cours des 40 dernières années quelque chose qui est nouveau et qui a révolutionné la stratigraphie. Et on s'est aperçu que les sédiments ne se déposent pas n'importe comment en vrac. J'ai montré tout à l'heure avec le travail d'Irfan Sibaj comment ça se passait latéralement à proximité du littoral, mais si ce dessin-là, il peut faire plusieurs dizaines de kilomètres de long pour une épaisseur qui est de l'ordre de quelques centaines à environ 1 millier de mètres, 1 à 2 milliers de mètres, pas plus. Mais
là-dedans, les pétroliers ont pu démontrer l'existence de discontinuité. Les couleurs différentes représentent des formations différentes, c'est-à-dire des faciès différents. Je prie mes collègues, notamment Alain Tranceau et Jean-Yves Reynaud, de pardonner les raccourcis de langage que je fais. Mais c'est vraiment un travail de spécialiste, cette fois, de se rendre compte que cette analyse, ce type d'analyse de l'architecture, on peut le retrouver à l'échelle de toute une plateforme littorale, bien sûr, mais on peut le retrouver aussi à l'échelle, à l'intérieur d'un seul banc. Et Jean-Yves Reynaud, par exemple, est l'un des spécialistes qui peuvent étudier ce genre de choses. Il faudra d'ailleurs que Jean-Yves nous fasse un exposé là-dessus. Tout ça, c'était pour expliquer pourquoi on avait une telle variabilité de matériaux. Dans la région, là ça va aller vite, là, dans la région, la suivante, dans la région, on a la carte géologique qui est là, l'échelle des temps géologiques qui est à gauche, l'échelle colorée discontinue, c'est simplement les parties qui sont présentes en région, sur le territoire régional, en surface. Et pourquoi c'est discontinu comme ça? Pourquoi il manque des pages comme ça à l'histoire, au roman régional? Tout simplement parce qu'il s'est passé des grands événements qui sont représentés avec ces 4 blocs-là. Une période de déformation, et puis une période après de sédimentation, puis une nouvelle période de déformation, la chaîne Varisque, qui va se terminer par le bassin minier, par le dépôt du charbon, et puis ensuite la grande période d'ouverture de l'Atlantique Nord, et on n'a pas tout à fait terminé, puisque ça continue avec l'ouverture de l'Arctique, qui se continue actuellement, alors qu'en même temps, on a la formation des chaînes alpines qui va aussi provoquer un certain nombre. La suivante. Et du coup, c'est tous ces événements qui se succèdent, mais qui sont ordonnés, eh bien, ils sont à l'origine des dépôts des différentes formations que j'évoquais tout à l'heure. Donc, je n'ai mis que quelques noms, là, la série n'est pas complète, mais c'est toutes ces formations qui sont indiquées là, ce sont des formations qui sont des sources de matériaux pour la construction. Toutes nos constructions viennent de là. Alors, au niveau régional, il y a aujourd'hui une démarche qui n'est pas tout à fait terminée, ce qu'on appelle le schéma régional des carrières. C'est une démarche réglementaire pour encadrer un peu la façon dont les productions sont faites. Là, c'est pareil. J'ai hésité au début à donner des tas de chiffres, mais ça ne sert à rien. Mettre beaucoup de chiffres, ça ne sert à rien, d'autant plus que le document étant public, il vous suffira de noter la référence et d'aller le consulter. Et donc, il y a 3 types de production en carrière. Les granulats, c'est le plus volumineux. Les minéraux industriels, on a évoqué que la silice tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Et puis, les roches ornementales, ça c'est ce qui est le plus joli, mais c'est en volume, c'est le plus petit. La suivante. Et donc ça se fait en carrière, évidemment. Et donc, la démarche du schéma régional des carrières n'est pas terminée. Elle est commencée depuis un bon bout de temps. Elle a été retardée notamment par le Covid, mais elle n'est pas terminée. Mais les 2 cartes extrêmes qui sont là viennent de ce document. À droite, c'est une carte avec les carrières qui sont actuellement en activité. Donc vous voyez qu'il n'y en a plus beaucoup. Et à gauche, ce sont les carrières anciennes, connues. Évidemment, là, il y en a beaucoup plus. La suivante. Et alors évidemment, c'est pour les riverains, c'est toujours ennuyeux. On peut passer sur. Voilà. Pour les riverains, c'est toujours ennuyeux des carrières, voisinage de carrières, mais c'est pourtant indispensable pour répondre à une demande qui est une demande qui vient de nous quand même. Hein. S'il n'y avait pas les citoyens qui demandaient des matériaux, il n'y aurait pas de carrière. Ça, c'est clair. Alors, 2 exemples qui sont traités dans le livre que Delphine Anquier a coordonné récemment. Là, ce sont des collègues belges qui ont bien illustré, très très bien illustré, un très bel article. Bangtin est un petit village qui est en arrière-plan, dans l'arrière-pays boulonnais.
Et il y a du grès, un grès avec des faciès un peu particuliers. Et c'est justement la spécificité des faciès qui a permis aux auteurs d'en retrouver les traces dans des constructions qu'on retrouve vers le nord, loin vers le nord, et qui, forcément, pour avoir été transportées là, ça évoque, ça renvoie à la période de fonctionnement de la Hanse. Delphine, désolé, je ne vais pas plus loin. La suivante, je ne vais pas plus loin pour ça. Les gens iront chercher le bouquin. Un deuxième exemple, ce sont les grès je parlais tout à l'heure des grès du Paris-Roubaix ou de la construction des embases de bâtiments. Eh bien, qu'on avait dans le Bellone, là au sud d'Orchy et jusqu'à Béthune. Et là aussi, il y a toute une zone de production de grès qui est maintenant quasiment épuisée. Comme nous disait Michel Waterloo, c'est à peu près la seule formation géologique qui soit complètement épuisée par l'homme aujourd'hui, presque. Et les flèches représentent les transports qui ont été faits par voie d'eau pour aller vers la voie d'eau, que ce soit vers la Scarpe ou vers la Lys, parce que la production était surtout utilisée vers le tropisme naturel qui était en Flandre à ce moment-là. C'était Gand, la capitale, entre le 14e et puis le 18e siècle. Et pas au XVIIIe siècle, mais à partir du XIVe siècle, avec la maison de Bourgogne, c'était Gand qui était très utilisateur de ces matériaux. La suivante, donc voilà deux exemples qui sont traités dans le livre. La suivante, alors quelques autres carrières qui sont en activité, très variées. En Belgique, avec Noël Vandenberg qui a conduit justement la Société géologique du Nord pour aller visiter ça. À gauche, vous avez la carrière de Bourdin dans la Craie, toujours qui n'est plus en activité, mais qui est utilisée pour d'autres activités. Les carrières du Boulonnais, enfin une des carrières du Boulonnais, la carrière de Templeuf, j'ai déjà montré tout à l'heure. La grande carrière d'Avennes-sur-Alpes qu'on est allé visiter le 22 mars dernier. La carrière de Flin-les-Raches qui travaille aussi sur les sables et du Tennessien. Et puis la très très belle carrière, et très exceptionnelle carrière de Bétrechy qui travaille le calcaire de Givet. La suivante, évidemment, toutes les carrières anciennes font partie du géopatrimoine. Et là, il faut souligner le très important travail qui est fait sous l'égide de la DREAL, et merci à Valérie Ravel, et puis avec l'aide du CEN, merci à Gaël, pour mettre en forme par la Commission régionale du patrimoine géologique, mettre en forme et en valeur tous ces sites. Évidemment, les carrières de Cléty, bien sûr, dans la Craie. Ça, c'est leur état actuel. La carrière d'Herzl n'existe plus. Elle n'existera que dans les écrits. Voilà. Je vous invite aussi à visiter la verrerie de Trélon. On parle toujours de Sarpoterie, mais la verrerie de Trélon est vraiment un très très bel endroit également. Et puis, un peu plus au sud, à Bèves, le four à chaud, il est très bien préservé également. La suivante, voilà, puisque là, c'est les sources utilisées. Alors, la suivante, les sources utilisées. Donc, on retrouve à droite le livre de Delphine Anquier, un livre de Patrick de Wever qui couvre à peu près toutes les productions, comme ça, est très illustré comme d'habitude. Et puis évidemment, je termine en disant que cette année, c'est le 150e anniversaire des Annales de la Société géologique du Nord. La collection complète est sur le point d'être complètement accessible. Depuis 2010, tout est accessible aujourd'hui à l'article, accessible totalement gratuitement par tout le monde. Et bientôt, à la fin de l'année, c'est la totalité de la collection qui sera accessible comme ça. Et donc le 5 décembre, nous en parlerons et nous évoquerons aussi dans les annales de la Société géologique du Nord. Vous pouvez accéder à toute cette
formes d'informations, ainsi que sur le site de la Société géologique du Nord avec les dossiers pédagogiques qui essayent de mettre en valeur une partie des éléments qui sont compris là-dedans. Je suis prêt à répondre aux questions. Merci vraiment, Francis. C'était hyper intéressant de pouvoir comprendre d'où viennent un peu les matériaux qu'on a autour de nous, pour tous les bâtiments qu'on a autour de nous et puis qui sont vraiment spécifiques à la région. Moi, j'avais noté une petite question, c'était au début de votre présentation, quand vous avez parlé du recyclage des matériaux qui étaient réutilisés. Par exemple, vous pensiez à quel type de constructions qui sont réutilisées ou quels matériaux qui sont privilégiés pour le recyclage? Et évidemment, tous les matériaux de bâtiments, bâtiments pour l'habitat, ça, généralement, c'est pas trop compliqué. Euh, D'accord. Quand un bâtiment est abattu, alors euh, parfois, évidemment, parfois il y a des pièces un peu particulières qui là sont démontées coup par coup, mais sinon, quand tout est abattu, comme par exemple les grandes biscottes là, qu'il y avait à Lille quand elles ont été abattues. Bon, après, c'est ramené euh, dans des, alors je vais pas dire des usines parce que c'est pas des bâtiments, c'est bien souvent des travaux qui sont faits à l'air libre, mais des malaxeurs, des trieurs, etc., qui vont refabriquer beaucoup de sable. Et ce qu'on regrette, notamment dans les discussions avec le schéma régional des carrières, ce que tout le monde a beaucoup regretté, c'est que les, il y a de plus en plus de producteurs qui sont d'accord pour faire du sable avec les matériaux anciens, Mhm. quand ils sont broyés. Mais le problème, ce sont ceux qui passent les commandes. Et quand on leur propose évidemment d'utiliser du sable de recyclage, parce qu'effectivement il faut l'annoncer, Ouais. évidemment, c'est pas une production primaire, c'est une production secondaire. Même s'il y a toutes les affirmations et les attestations comme quoi ça a été bien traité, c'est de bonne qualité, etc., eh bien les gens hésitent à commander. Et ça, c'est Ouais. dommage. Tant qu'il n'y a pas un besoin et un achat de ces matériaux-là, un usage de ces matériaux-là, le besoin existe, mais tant qu'ils ne sont pas utilisés, eh ben, il n'y aura pas de marché et du coup, ça ne va pas se développer. Donc, il faut vraiment que les promoteurs et les constructeurs, y compris les particuliers, n'hésitent pas à recourir à des matériaux recyclés parce que c'est effectivement le, le gisement le plus important. Parce que par exemple, la crainte, ça peut être que les matériaux ne soient pas assez solides ou alors qu'ils soient de moins bonne qualité parce qu'ils sont recyclés. Justement, c'est traité. Là où c'est plus délicat, c'est quand il s'agit d'usines qui avaient des usages particuliers. Là, il y a en plus des traitements de nettoyage. Et Mhm. là, le matériau devient plus cher. Mais c'est toujours les bétons sont broyés et on refait du béton avec. Ça, c'est Ouais. pas un problème. Mais il peut y avoir du nettoyage à faire, quoi. Voilà. D'accord. Donc ça, il faut vraiment encourager le recours au recyclage. C'est Mhm. une nécessité civile. Merci Francis. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Visiblement, c'était très clair. Donc, il n'y a pas de... Un peu haché, mais bon, oui. Non, c'était vraiment très intéressant. S'il n'y a pas de questions, s'il y en a une qui vous vient là comme ça, n'hésitez pas à la marquer. Mais en attendant, je vous montre juste ce qui est prévu pour le Café Géodéo du mois prochain. C'est jeudi 23 octobre à 17h. C'est le même format avec Julie Dabowski, qui est directrice de recherche au CNRS et qui va nous parler des tufs calcaires. Donc c'est un sujet qui est quand même assez intriguant.
Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous inscrire avec le lien que je vais mettre directement dans le chat juste après. Et pour celles et ceux qui avaient coché la case indiquant que vous souhaitiez recevoir des informations au sujet des actualités Géodéo, vous recevrez toutes les informations prochainement. Il y a une petite vidéo, un petit film d'animation sur les sources du Facé qui va bientôt sortir aussi. Voilà, je regarde une dernière fois Il faut dire s'il que y a... ce Oui, sujet va prolonger le, le Géodéo, le webinaire de Pierre-Antoine. d'accord. Ouais. Ça va développer un des aspects à partir d'une des observations qui a été faite le long de la vallée de la Meuse, Mhm. juste partie de là, et a étendu le territoire. Elle n'est pas restée uniquement sur la vallée de la Meuse. Ouais. De la Somme, pardon. Ouais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Du coup, je vais mettre fin à la réunion. Merci Francis De rien, merci. et à bientôt. Au revoir.